Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Les Tchèques ont un rapport assez particulier à l'alcool, alors que la bière reste une des boissons privilégiées dans le pays. On en parle en début d'émission en lien avec une récente étude. Et puis, jeux vidéo, le deuxième volet de Kingdom Come Deliverance suscite l'enthousiasme des gamers qui veulent venir voir en Tchéquie les lieux qui ont inspiré ces aventures virtuelles. On parlera ensuite des Jeux paralympiques ainsi que d'une exposition d'affiches françaises à Prague. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie d'Alexis Rosenzweig. Les informations. La Tchéquie prévoit un 12e vol de rapatriement depuis le Moyen-Orient. Il devrait décoller jeudi après-midi de Riyad, la capitale saoudienne. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui ce mercredi à l'agence ČTK, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Selon le système volontaire d'enregistrement des voyageurs, 2093 ressortissants tchèques se trouvaient encore ce mercredi dans les pays touchés par le conflit en cours, soit 439 personnes de moins que mardi. La plupart d'entre eux se trouvent aux Émirats arabes unis. Le dernier vol de rapatriement est arrivé à Prague mardi matin depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. L'Airbus militaire y a notamment ramené des voyageurs qui s'étaient rendus en Égypte par voie terrestre depuis Israël et la Jordanie. Ces derniers jours, des milliers de personnes ont été transportées vers la Tchéquie par des vols commerciaux, principalement par la compagnie aérienne Smartwings. La réunion des ministres de l'Environnement de l'Union européenne à Bruxelles la semaine prochaine se tiendra sans le ministre tchèque. La Tchéquie sera représentée par le commissaire gouvernemental chargé de la politique climatique et du Green Deal, Filip Turek du Parti des automobilistes. C'est ce qu'a déclaré mercredi à l'agence ČTK le ministre de l'Environnement Igor Červený, lui-même des automobilistes. Il a justifié son absence par le fait qu'il avait déjà promis peu après sa nomination de participer à un autre événement en Tchéquie qui doit porter sur l'agriculture et l'industrie alimentaire. Rappelons que Filip Turek n'est pas ministre car le président de la République, Petr Pavel, a refusé de le nommer. Politique toujours, la députée Markéta Šichtařová du SPD, qui fait partie de la coalition gouvernementale, a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à son mandat. Elle a lié sa décision au fait que la Chambre des députés a autorisé le passage à l'étape suivante de l'examen du projet de loi gouvernemental sur l'économie numérique. La nouvelle élue a qualifié cette décision d'énorme déception sur les réseaux sociaux. Mais un peu plus tard dans la journée de mercredi, la présidente du comité pour l'immunité parlementaire et les procédures a indiqué que sa démission n'était pas valable car Markéta Šichtařová avait oublié de faire certifier par notaire sa signature. Elle était donc à l'heure actuelle encore députée. On poursuit avec les allocations parentales qui, selon un projet d'amendement à la loi sur le soutien social de l'État, pourrait augmenter. Préparé par le ministère du Travail, cet amendement prévoit que l'allocation parentale passe de 350 000 à 400 000 couronnes. Cela fait environ 16 000 euros à partir du mois de janvier prochain. Pour les jumeaux ou les naissances multiples, elle atteindrait désormais 800 000 couronnes, soit environ 32 000 euros contre 700 000 couronnes actuellement. Les montants les plus élevés seraient donc appliqués aux enfants nés après le 1er janvier. Vous le savez, le nombre d'enfants nés en Tchéquie diminue chaque année ces dernières années, ce qui réduit le nombre de bénéficiaires de l'allocation parentale. Selon les données du ministère, 208 000 allocations ont été versées aux familles en décembre dernier contre 231 000 un an plus tôt. Un mot sur la météo pour terminer ce bulletin. Avec environ 15 degrés pour les maximales, du soleil dans l'après-midi et des nuages le matin, ce sont les prévisions pour le jeudi 12 mars dans la capitale tchèque. Pour plus d'infos, notamment sur ce pauvre gardien tchèque qui a passé une très mauvaise soirée avec Tottenham hier soir, Antonín Kitzki, sorti à la 17e minute du match de Ligue des Champions. Eh bien, c'est sur notre site français.radio.cz. La suite du programme francophone, c'est tout de suite maintenant. Radio Prague International, le programme francophone.
Alors que la récente campagne Février sec a rencontré un succès de participation sans précédent, le rapport que les Tchèques entretiennent avec la consommation de boissons alcoolisées n'en reste pas moins très ambivalent, comme le montre une nouvelle étude réalisée par une équipe de sociologues de l'Université Charles. Les détails avec Guillaume Narguet. Un nombre record de Tchèques ont participé à l'édition 2026 de Février sec Suchej únor en tchèque. Un peu plus de 2 millions de personnes, soit environ un quart de la population âgée de plus de 18 ans et 400 000 personnes de plus, en l'espace d'un an, ont en effet été sensibles à cette campagne de santé publique qui, depuis désormais 14 ans, en République tchèque, invite les gens à ne pas consommer de boissons alcoolisées pendant un mois. Et beaucoup d'entre elles se sont félicitées des nombreux bienfaits à la fois sur la santé et le bien-être, mais aussi dans le portefeuille qu'ils ont constaté après avoir relevé le défi de ce temps d'abstinence, un arrêt d'alcool temporaire qui leur a aussi permis de s'interroger plus globalement sur certaines de leurs habitudes de la vie quotidienne. Comme ailleurs en Europe et comme le confirment tous les chiffres relatifs notamment à la bière, boisson qui appartient au patrimoine culturel national et dont les Tchèques restent les plus grands buveurs au monde, cela fait déjà quelques années que la consommation d'alcool tend à baisser en République tchèque aussi. Les occasions pour prendre un verre n'en restent pas moins fréquentes et les idées reçues nombreuses, comme le démontrent les conclusions d'une étude menée l'année dernière par une équipe du département de sociologie de la faculté des lettres de l'Université Charles à Prague. Ainsi donc, selon cette étude intitulée « Les mythes sur la consommation d'alcool, l'alcool dans la société tchèque en 2025 » et contrairement aux recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé, un Tchèque sur deux reste convaincu que boire en petite quantité, concrètement quelques verres de bière ou de vin, non seulement ne nuit pas à la santé, mais serait même bon pour celle-ci. De même, un quart du millier de personnes interrogées pensent que la consommation d'alcool améliore la qualité du sommeil et un peu plus d'un cinquième qu'une consommation occasionnelle pendant la grossesse ne présente aucun danger pour la mère, pas plus que pour l'enfant. Co-auteur de l'étude, Matej Ilaš explique néanmoins qu'aussi fausse puissent-elles être et aussi surprenantes puissent-elles sembler être, ces croyances ne sont pas totalement infondées. Ce n'est pas aussi alarmant que cela en a l'air. Nous croyons tous à une ou deux absurdités, c'est tout simplement comme ça. Le problème, c'est quand cela nous encourage à boire de l'alcool. Je pense que c'est précisément parce que nous répétons sans cesse ces mythes que les gens ordinaires les répètent et que nous les entendons souvent de la bouche de nos proches. Ce sont des personnes en qui nous avons confiance et nous ne remettons donc pas en question ce qu'elles nous disent sur l'alcool. Ces croyances sont toutefois nombreuses. Les Tchèques pensent ainsi également que l'alcool augmente la température corporelle ou aide à prévenir les maladies cardiaques. Et si l'on pourrait estimer que ce sont les personnes qui en consomment le moins, qui croient aussi le moins à ce que l'équipe de sociologues désigne comme des mythes, ce n'est pas nécessairement le cas. L'étude démontre en effet que les personnes les plus résilientes ou imperméables aux fausses croyances sur l'alcool, et peu importe ici le groupe socio-démographique auquel elles appartiennent, sont celles qui en consomment régulièrement en petite quantité, le plus souvent à raison d'1 à 2 verres par semaine. Si certaines idées reçues ont donc visiblement la vie dure, près de 15% des Tchèques affirmant même ne pas croire à l'existence d'une possible dépendance à l'alcool, elles ont aussi des conséquences économiques et sanitaires plus concrètes, puisque en 2025, la VZP, organisme public qui est la principale caisse d'assurance maladie en République tchèque, a consacré plus d'1 milliard de couronnes, soit plus de 40 millions d'euros, pour le traitement des différents problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
Depuis la sortie du jeu vidéo historique Kingdom Come Deliverance 2, inspiré de la bohème du XVe siècle, des milliers de gamers cherchent à découvrir les paysages qui ont servi de modèle à ces décors. Véritable phénomène populaire, le jeu attire de plus en plus de touristes, incitant les communes concernées à s'adapter pour accueillir ces nouveaux visiteurs. Parfois, il arrive que la fiction dépasse le cadre de l'écran de l'ordinateur et transforme la réalité. C'est exactement ce qui se passe en Tchéquie avec le phénomène Kingdom Come Deliverance, un jeu vidéo développé en 2 volets par le studio tchèque Warhorse depuis 2018. Avec 2 millions de copies vendues 2 semaines seulement après sa sortie en février 2025 et plus de 4 millions de copies écoulées au cours du reste de l'année, le deuxième opus d'un jeu déjà plébiscité depuis sa création a rapporté l'an dernier à ses créateurs un bénéfice net d'environ 41 millions d'euros. Mais ce n'est pas seulement le studio Warhorse qui tire profit de ce succès mondial. Dans la région de Kutná Hora, à environ 1 heure de Prague, l'effet du jeu se fait particulièrement sentir. Dans l'univers de Kingdom Come, la ville médiévale, dont le centre historique est classé à l'UNESCO, apparaît comme un décor central de l'aventure. Autrefois considérée comme la cassette royale en raison de l'exploitation de ses mines d'argent, Kutná Hora attire désormais des gamers venus comparer le monde virtuel et la réalité, comme le raconte Radka Krejčí, en charge de la gestion du presbytère de la cathédrale de Sedlec. Občas se nám stane, nebo našim průvodcům, že se tají na tu legendu o poloslepém mnichovi, protože vlastně jemu Il arrive que des visiteurs demandent à nos guides de leur parler de la légende du moine à moitié aveugle. Dans le jeu, en effet, les joueurs doivent l'aider à construire un genre de tumulus. On observe une augmentation régulière d'environ 50 000 visiteurs par an, peut-être de l'ordre de quelques milliards de touristes supplémentaires. Mais il est parfois difficile de dire s'il s'agit de joueurs de Kingdom Come Deliverance ou non. Car la cathédrale de Sedlec, pour le coup, attire les visiteurs pour une autre raison que le jeu, ses décorations baroques fabriquées à partir de milliers d'ossements. Mais ailleurs, dans la région, l'attractivité de certains sites pour des touristes qui sont de toute évidence des joueurs est très claire. Face à cet afflux inattendu, plusieurs municipalités ont décidé de transformer cette curiosité en véritable opportunité touristique, comme l'explique Anna Lanska, coordinatrice du projet KCD Life. Na základě výzkumu zjistil, že Les données d'un opérateur mobile confirment que la fréquentation des lieux présents dans le jeu a fortement augmenté. Sur la base d'une étude, l'opérateur a constaté que la fréquentation de ces sites a augmenté jusqu'à 300% chez les personnes âgées de 18 à 25 ans, donc dans la catégorie d'âge la plus jeune. Kutná Hora n'est pas la seule ville concernée. Les localités de Sázava et Malešov, qui apparaissent également dans l'univers du jeu, préparent ou animent déjà des expositions et des parcours thématiques inspirés des aventures de Jindřich ou Henri de Skalece, un fils de forgeron embarqué dans une aventure épique qui mêle vengeance, trahison et jeu de pouvoir. L'an dernier, le site internet de notre projet a été consulté par environ 50 000 personnes de 65 pays du monde. Certains se sont rendus à Malešov qui apparaît dans le premier et le deuxième jeu. Environ 5 000 visiteurs ont participé à notre escape game dans la forteresse et à la visite interactive du château. À Sázava également, une exposition et un autre escape game sont en cours de création pour attirer de nouveaux visiteurs. Mais l'initiative la plus originale reste sans doute la future piste cyclable qui doit relier différents sites liés à l'histoire du jeu. Le projet vise à permettre aux visiteurs de parcourir la campagne de Bohême centrale à la manière des personnages du jeu, pas à cheval, mais à vélo, accompagnés par des panneaux descriptifs. Dès l'an prochain, les fans auront ainsi la possibilité de suivre un itinéraire inspiré de l'univers de Kingdom Come en découvrant les villages, les monastères et les paysages qui ont servi de base à sa reconstitution historique dans le jeu. À noter que ce phénomène touristique ne se limite pas à cette seule région.
plus au nord, dans le paradis tchèque, le château de Troské, reconnaissable à ses 2 tours dressées sur des rochers volcaniques, a vu sa fréquentation exploser. En 2025, le site a enregistré près de 120 000 visiteurs, soit environ 30 000 de plus que l'année précédente, un record sur plusieurs décennies. La popularité du jeu a également donné naissance à des rassemblements de fans, comme celui de juillet dernier à Troské justement. Certaines manifestations médiévales affichent complet en quelques jours. Des visiteurs arrivent parfois en costume, armure ou vêtements d'époque pour recréer l'ambiance du XVe siècle. Preuve qu'il n'y a pas besoin de dragons, de magie ou de créatures fantastiques, ni même de filtres gris pour capter l'attention de joueurs qui se satisfont très bien d'une immersion historique totale au plus près d'un Moyen-Âge voulu comme le plus réaliste possible. Cela faisait 16 ans, depuis Vancouver, en 2010, que les Tchèques n'avaient plus remporté de médaille aux Jeux paralympiques d'hiver. Une longue attente à laquelle 2 sportives malvoyantes, Karina Edlinger et Simona Bubeničková, 2e respectivement des épreuves de sprint et individuel en biathlon, ont mis fin à Milan-Cortina. Guillaume Narguet nous en dit plus. Il y a encore un mois, Karina Edlinger, un nom auquel les Tchèques ajoutent le suffixe ova, ne savait même pas si elle serait autorisée à participer à ces Jeux de Milan-Cortina. Autrichienne d'origine, née dans la belle station thermale de Bad Hilsch, où le compositeur allemand Johannes Brahms a résidé à plusieurs reprises en villégiature durant sa carrière et même composé plusieurs de ses œuvres. Karina Edlingerova ne représente en effet la République tchèque que depuis cette saison. Spécialiste du ski de fond, discipline dans laquelle elle a décroché 3 médailles olympiques à Pyeongchang et à Pékin en 2018 et 2022 sous les couleurs de l'Autriche. Karina Edlingerova a décidé de changer de nationalité sportive en raison du soutien qu'elle considérait comme insuffisant de la Fédération autrichienne de ski. Toutefois, la Fédération internationale, ne l'ayant pas autorisée à prendre part à ces compétitions précisément en raison de son changement de nationalité sportive, c'est vers le triathlon que la jeune Tchèque d'adoption, qui souffre d'une maladie héréditaire de la rétine depuis son enfance, a été contrainte de se tourner. A teď do cíle míří Karina Edlingerová. Posila českého týmu, kterou v Rakousku nechtěli. Un choix payant puisque dès sa première course samedi dernier à Tessero, site où se tiennent les épreuves à la fois de ski de fond et de biathlon lors de ces Jeux paralympiques, Karina Edlinger a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve de sprint, et ce, après avoir été devancée de 28 secondes par la chinoise Yu Wang. On écoute Karina Edlinger. Ich freue mich für Tschechien die erste Medaille bei Paralympics im Biathlon. Je suis très heureuse d'avoir offert à la République tchèque sa première médaille en biathlon aux Jeux paralympiques. C'est un honneur pour moi en tant que nouvelle tchèque. Franchement, je suis surprise moi-même de ma bonne performance au tir, car je ne suis pas une spécialiste du biathlon. D'ailleurs, beaucoup de gens ces derniers mois m'avaient conseillé de laisser tomber en me disant que je n'y arriverais pas. Mais cela a été pour moi une source de motivation supplémentaire. Je suis d'autant plus heureuse que cette médaille d'argent est ma première. Jusque-là, je n'avais que l'or et le bronze. Très vite, dès le lendemain, une deuxième médaille d'argent est venue s'ajouter à cette première. Déjà 4e du sprint, samedi, Simona Bubeničková a pris la 2e place de l'épreuve individuelle. Dimanche, une course là aussi remportée par la chinoise Yu Wang. Tady je aplaus pro naši novou paralympijskou medailistku. Simona Bubeničková je druhá. Bien qu'étant elle aussi davantage une spécialiste du ski de fond, comme le confirme son titre de championne du monde en titre du 10 km style classique, Simona Bubeničková, dont une maladie du nerf optique lui a progressivement fait perdre la vue, est ainsi montée à seulement 17 ans sur un podium olympique dès sa 2e course aux Jeux. Auteur d'une seule faute au tir alors qu'elle ne se consacre au biathlon que depuis cette saison, Simona Bubeničková a elle aussi confié son bonheur au micro de l'envoyé spécial de la télévision tchèque. Byla jsem mnohem víc v klidu než včera, takže to mi určitě pomohlo.
J'étais beaucoup plus calme et tranquille qu'hier avant le départ du sprint. Cela m'a aidé à partir très vite, même si à partir du 4e tour, j'ai commencé à me demander si je serais capable de tenir à ce rythme jusqu'au bout. C'est d'ailleurs sans doute ce qui m'a fait commettre une erreur au dernier stand de tir. Mais je suis repartie en me disant qu'il fallait tout donner jusqu'à l'arrivée. Je ressens beaucoup d'émotions. Je suis heureuse pour tous les gens qui m'ont toujours aidée et soutenue. Bien sûr, je prends toujours le départ d'une course avec l'envie de gagner, mais après la déception de ma 4e place au sprint, je me suis dit qu'il ne fallait pas faire une obsession d'une médaille. Donc voilà, je suis partie aujourd'hui avec l'idée de profiter et de faire de mon mieux. Et tout s'est finalement magnifiquement passé. Plus grand talent parmi les 24 sportifs tchèques présents en Italie. Pour ce qui constitue une délégation record dans l'histoire des Jeux paralympiques, Simona Bubeničková est indéniablement celle dont les performances qui, avec celles de l'équipe des para-hockeyeurs sur glace qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi olympique, sont suivies avec la plus grande attention par le public et les médias tchèques. Et même si une chute en demi-finale dans l'épreuve de sprint en ski de fond cette fois a probablement empêché Simona Bubeničková de monter sur un nouveau podium mardi, il est néanmoins fort à parier que ce n'est là que partie remise et qu'une nouvelle médaille olympique, peut-être bien même du plus beau des métaux, récompensera dans les prochains jours sa régularité au plus haut niveau ces 2 dernières saisons. Et tout de suite, direction le musée des arts décoratifs à Prague, où jusqu'au 29 mars prochain, vous pouvez aller découvrir sa collection unique d'affiches françaises de l'entre-deux-guerres. Magdalena Hrozinkova a vu cette exposition pour vous. Fumer les cigarettes de la régie française, savourer la Savora, la folie des bonbons Jacquin, l'eau qui pétille, champagne, les moteurs se graissent eux-mêmes ou encore on se rase vite et mieux avec le Fluidex. Autant de slogans qui apparaissent sur ces affiches françaises, devenues un véritable phénomène qui a profondément influencé la culture visuelle de la société moderne partout en Europe. L'affiche a connu son âge d'or à la fin du 19e siècle, époque où elle a séduit Alphonse Mucha et bien d'autres artistes, ainsi que des critiques et des collectionneurs. Œuvre d'art à part entière, elle converge totalement dans l'entre-deux-guerres vers le domaine publicitaire, tout en conservant son originalité et son propre langage visuel, et en résistant aux avancées technologiques de l'époque telles que la photographie, le cinéma et la publicité lumineuse. Au cœur de l'exposition au musée des arts décoratifs se trouve un ensemble rare et précieux d'affiches grand format de l'imprimerie parisienne Vercasson, notamment les œuvres de Jean Dillène. Présentées à Prague en 1923, ces affiches n'ont plus jamais été montrées au public tchèque, comme l'explique Lucie Vlčková, commissaire de l'exposition. Ces affiches qui constituent la plus grande surprise de notre exposition sont arrivées en Bohème par un chemin assez particulier, grâce au journaliste, entrepreneur et activiste pragois Jan Ziegloser. Cet homme très intéressant, propriétaire d'une petite imprimerie du quartier pragois de Vinohrady, s'est rendu à Paris pour visiter, comme il l'a remarqué sans modestie, une entreprise similaire à la sienne. Or, il s'agissait, comme on le sait, de la célèbre imprimerie parisienne de Pierre Vercasson. Il y a acquis cette collection d'affiches qu'il a ensuite exposée à Prague, puis au musée de Hradec Králové, avant de la transmettre à notre musée. Pendant 100 ans, ces affiches sont restées dans notre dépôt. Mes collègues et moi, nous ne savions pas très bien comment les présenter. Il est vrai que dans les années 20 déjà, certains critiques les considéraient comme un peu kitsch. Sur le plan de la composition, ces affiches se caractérisent par la présence d'un personnage central, généralement une femme, qui manipule un produit. C'est une sorte de cliché visuel, mais qui finalement fonctionne toujours très bien dans la publicité. Or, ce type d'affiche a été considéré comme révolu dans l'entre-deux-guerres, donc dans le contexte de l'avènement des nouveaux médias. Il n'empêche que les Français appréciaient beaucoup cette forme de promotion de produits de luxe qui impliquait la tradition, les valeurs de la société française et finalement tout ce que nous associons généralement à la France, donc une certaine légèreté, l'humour, la perspicacité, bref, quelque chose d'assez divertissant.
Récemment restaurées, les affiches grand format de Jean Dylaine ont été réajustées d'une nouvelle manière et sont collées sur du papier japonais et tendues sur un cadre en bois, ce qui facilitera leur déplacement à la fin de l'exposition. Pour cette exposition, nous avons ajusté les affiches pour la première fois de manière expérimentale sans verre de protection. Après les avoir ainsi installées sur les panneaux, nous avons réalisé à quel point ils semblaient authentiques. Ce sont vraiment des affiches telles que les passants pouvaient les voir à l'époque dans les rues de Paris ou d'une autre ville française. Et l'impression que donnent les couleurs et la texture de la surface est tout à fait incroyable. Ces affiches sont beaucoup appréciées des professionnels et des étudiants des écoles d'art qui viennent voir l'exposition. C'est vraiment le meilleur de l'art lithographique de l'époque qu'ils peuvent admirer ici. Une autre partie de l'exposition se concentre sur la tradition française de la bande dessinée, de la caricature et du dessin de presse. On y trouve l'incontournable Vache qui rit, créé par Benjamin Rabier, ou encore des œuvres de Leonetto Capiello, de John Donvie ou de Drancy. La dernière étape traite de la transformation de cet art par le constructivisme et le fonctionnalisme en lien avec la nouvelle fonction de l'affiche. Depuis la fin des années 20, l'accent est mis sur un message qui n'est pas narratif, mais symbolique, figuratif. Et c'était lié, entre autres, au fait que le fonctionnement du trafic urbain avait changé. Alors qu'auparavant, le piéton avait le temps de regarder une affiche qui racontait une histoire. Le trafic automobile et les transports publics ont considérablement accéléré les déplacements dans la ville. Du coup, la publicité ne pouvait plus raconter une histoire. Il fallait communiquer le message à l'aide d'un symbole, d'où l'accent mis sur la typographie et l'élément visuel. Aussi, la palette des couleurs est sensiblement réduite. L'essentiel, c'est de transmettre un message le plus rapidement possible. Les affiches créées par l'un des plus grands graphistes français, Cassandre, principalement connu pour ses affiches publicitaires pour les chemins de fer, reflètent particulièrement bien ce changement, l'arrivée du nouveau concept moderniste qui célèbre à la fois la vitesse et la technologie. Les œuvres des affichistes français étaient relativement bien connues dans la Tchécoslovaquie de l'époque, notamment grâce à de nombreux contacts, séjours d'artistes tchèques à Paris et expositions. Parmi les Tchèques influencés par la tradition de l'affiche française, il faut surtout citer l'excellent graphiste Vilém Rotter, qui a travaillé dans une agence de publicité à Paris, avant de fonder dans les années 20 sa propre entreprise à Prague. L'affiche qui clôture l'exposition marque aussi la fin de ces relations artistiques étroites entre les deux pays, survenues après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée en 1946 pour la dernière exposition de l'affiche française à Prague. Celle-ci avait pour objectif de motiver le secteur de la publicité à participer à la reconstruction industrielle après la guerre. En fait, c'était les mêmes ambitions qu'au début des années 20, après la fin de la guerre de 14-18. Les affiches de l'entre-deux-guerres ont été de nouveau montrées en Tchéquie seulement après la chute du régime communiste dans les années 90, à l'occasion d'une exposition à l'Institut français. Conservés pour leur part dans le dépôt du musée des arts décoratifs pendant plus de 100 ans avant d'être révélés par Lucia Volchkova et son équipe, les œuvres publicitaires grand format de l'imprimerie Vercasson constituent la plus grande surprise de cette exposition, et ce même pour le public français, affirme la commissaire. Pour elle aussi, la découverte de ces affiches a été une véritable aventure. En fait, même nous, les conservateurs, nous n'avons jamais pu voir ces affiches de nos propres yeux. Du fait de leur taille, elles ont été stockées, enroulées. En préparant cette exposition, j'ai téléchargé leurs photos à partir de catalogues de vente aux enchères. Quand je les ai vues en vrai, je les ai vraiment trouvées incroyables. Je suis aussi contente d'en exposer autant, sinon on n'aurait peut-être plus eu l'occasion de les restaurer et de les exposer. L'exposition L'Esprit français se tient au musée des arts décoratifs de Prague jusqu'au 29 mars. Il est possible de la découvrir à la faveur de nombreuses visites guidées.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon vent. Ahoj.